C'est Rudy Vervoort, la tête de liste PS, qui monte aujourd'hui dans notre trame électorale. Bonjour à tous, Rudy Vervoort, bonjour. Philippe Carlo est à mes côtés, Philippe Carlo de Vivacité, pour vous interroger. Le sondage du soir, pour le sondage du soir, la coalition préférée des Bruxellois, c'est l'Olivier, donc PS, CDH, Écolo. Est-ce que c'est aussi votre coalition préférée pour l'avenir, Rudy Vervoort ? Écoutez, pour qu'une coalition fonctionne, il faut deux choses. D'abord, un programme qui soit le plus convergent possible. Et puis, c'est aussi une affaire d'hommes et de femmes. Donc, il faut qu'il y ait l'entente et... le bilan que je tire de cette coalition, c'est qu'effectivement les deux conditions étaient réunies. Alors ce même sondage du soir nous apprend que, évidemment ce n'est qu'un sondage à ce stade, mais que l'Olivier ne serait plus majoritaire à Bruxelles après les élections. Est-ce que vous envisagez donc une alliance avec éventuellement le mouvement réformateur ? À ce stade, je n'envisage bien évidemment aucune alliance. On est dans la dernière ligne droite avant les élections, et donc les sondages vont fleurir. Maintenant, c'est aux Bruxellois, aux Bruxelloises de décider ce qu'ils souhaitent. J'ai envie de dire, si effectivement ils souhaitent la poursuite de l'Olivier, que leur vote mette ça en adéquation avec leurs souhaits. Et donc s'ils le souhaitent, vous le souhaitez aussi. On vous a bien Moi, compris. ce que je souhaite, c'est une coalition qui soit la plus convergente possible sur des objectifs communs et qui sont des objectifs qui, très clairement, pour le Parti Socialiste, sont des objectifs de progrès. Alors vous connaissez les programmes. Avec quel programme vous avez le plus de convergence ? Moi, je ne vais pas jouer au jeu des convergences programmatiques. Je pense que dans chaque programme, que ce soit le FDF, que ce soit le CDH, que ce soit Écolo, on va trouver évidemment des points de convergence sur une vision de cette région différente. Maintenant, avec le MR, il y a aussi des points communs, mais ce qui nous sépare, c'est bien évidemment l'approche fiscale, l'approche financière, et puis de la relation avec le monde de l'entreprise. Alors Rudy Vervoort, pour vous, est-ce que c'est ministre-président ou rien ? Bon, les questions ne se posent pas comme ça. Je pense que pour moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est que le Parti Socialiste soit la première formation ici à Bruxelles. C'est si important d'être en pole position, de savoir qui du PS ou du MR serait éventuellement le premier ? Évidemment, parce que quand vous êtes le premier, a priori, vous avez la main. Et donc, avoir la main, c'est de pouvoir prendre les contacts utiles nécessaires en vue de former la nouvelle majorité. Alors on a vu les discours au 1er mai, on a l'impression que le PS vit dans la hantise du PTB. Pourquoi avoir peur d'un si petit parti ? Je n'ai absolument pas le sentiment de vivre dans la hantise. Quand on appelle à voter utile de multiples fois lors des discours... Mais ça, c'est pas la hantise. Ça, c'est être pragmatique, c'est de considérer qu'effectivement, aujourd'hui, et c'est peut-être ça le grand paradoxe, quand vous avez évoqué l'Olivier, c'est que d'une certaine manière, le PTB ne nuit pas tellement au PS en termes d'intention de vote. En revanche, je pense qu'à Bruxelles, en tout cas, il y a des effets dévastateurs sous d'autres formations politiques et qui, peut-être à ce moment-là, rendent quasiment impossible la formation d'un Olivier. C'est ça qu'il faut dire. Le PTB, c'est comme du billard à trois bandes. Hein. Donc, en réalité, on pourrait imaginer effectivement une coalition par défaut, et ça, moi, je ne le souhaite pas. Alors, un autre mot aussi, par rapport à ce climat de campagne. On a l'impression qu'on vous voit peu dans la campagne, on vous a vu beaucoup quand vous êtes devenu ministre-président. On a l'impression maintenant, parfois, vous disparaissez un peu des radars. Comment ça se fait ? Non, je n'ai pas ce sentiment-là, moi. Je suis très présent sur le terrain. Franchement, non. Je pense qu'on a mis en place une série de priorités pour cette fin de législature, parce que c'était moins d'un an pour réaliser un certain nombre d'objectifs. On les a annoncés et puis on les a réalisés et on a travaillé de manière intense au sein du gouvernement et on a réalisé bon nombre d'objectifs avec des projets qui sont réellement des projets qui portent une ambition pour Bruxelles demain. Alors on va donner la parole aux jeunes maintenant, si vous le voulez bien. On le fait régulièrement dans notre émission Fort de Café. Et à cette occasion, on leur a demandé, à l'occasion d'un enregistrement de l'émission, on leur a demandé de poser une question aux candidats. Et pour vous, Monsieur Vervoort, c'est Nelson qui s'y colle. Cher Monsieur Vervoort, vous faites partie d'un parti qui se positionne notamment sur les questions socio-économiques. On traverse une crise assez grave. Or, le début de votre mandat était marqué par la question du stade Roi-Baudouin. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour un sujet qui finalement n'est pas très important et surtout quand on sait que le milieu du foot n'est pas un milieu particulièrement social ? Rudy Vervoort, on a perdu du temps, trop de temps, on s'est trop occupé de ça ? Deux choses.
D'abord, si on ne s'en était pas occupé, on nous l'aurait reproché en disant voilà, Bruxelles rate encore une occasion de se positionner sur le plan de l'international, puisque c'est un euro des villes. Et puis deuxièmement, c'est pas nécessairement par amour du football qu'il faut développer ce type de projet, parce que c'est un projet qui crée évidemment de l'activité économique, qui permet aussi le redéploiement de l'ensemble du plateau du Heysel, parce que l'espace libéré par le stade Roi-Baudouin, il va être occupé par quoi? Par ce dont les Bruxellois ont le plus besoin, des équipements, des crèches, des écoles et des logements. Ça, c'est l'objectif. Et donc, aujourd'hui, ce que nous portons, évidemment, c'est un projet d'ensemble de revitalisation de ce quartier. Ça, ce sont 3000 emplois directs. Ça, c'est du concret. Est-ce qu'en décidant finalement d'implanter cet éventuel futur stade sur le parking C, vous n'avez pas fait preuve d'une forme suprême de machiavélisme en renvoyant finalement le dossier à d'autres niveaux de pouvoir? Parce que finalement, si ça ne se fait pas un jour, ce sera la faute de la Flandre qui n'aura pas éventuellement accordé les permis ou qui aura imposé des conditions irréalisables, ou alors du fédéral qui n'aura pas pris ses responsabilités sur le plan financier. Écoutez, tout d'abord, on a dit pas d'argent public dans le stade. Donc ça, je vais être très clair. En plus, pour Bruxelles... Oui, sauf que le patron de Bessix a dit le contraire. Hein. Oui, il faudrait de l'argent public. Nous nous sommes vus, on a eu une discussion intéressante et on a remis les choses au point. Et vous êtes d'accord maintenant? Oui, on est d'accord. Et donc, Bessix participera au consortium qui va développer Néo1. Donc je pense que ça démontre, si besoin en était, l'implication aussi du monde du privé sur des projets de grande envergure. Non, je pense que d'abord, c'est pas d'argent public, c'est la première chose. Ensuite, Bruxelles n'est pas compétent en matière de sport. Nous, ce qu'on a simplement dit, c'est si on veut réaliser un projet de ce type-là, un projet d'ampleur, avec un financement purement privé, dans un délai qui soit compatible avec l'Euro 2020, c'est la seule localisation possible. Point barre. Alors, il ne faut pas y voir du machiavélisme. Moi, j'y vois simplement l'idée, c'est que cela, c'est un projet compatible avec les priorités pour les Bruxellois. Alors, ceci dit, à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude que ça se fera. Non, mais je suis pas. Non, mais là, franchement, là où je me suis dit, il y a une fenêtre de tir, c'est en fonction de l'engouement autour des Diables Rouges. Là, je ne suis pas non plus naïf. J'ai bien compris que ce sujet-là, il est sensible, y compris en Flandre. Que vous n'avez pas entendu depuis le début de l'annonce de ce projet, la NVA, se prononcer sur ce projet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que parmi leurs électeurs, bon nombre d'entre eux supportent les Diables Rouges. Et dans votre programme, vous parlez beaucoup de l'utilisation des réserves foncières. Vous identifiez 13 zones de développement prioritaires, dont Josaphat, Touré Taxis, Scarbeck Formation. Alors, ça fait des années, Rudy Vervoort, que ces zones sont citées. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, ça va se faire? Parce que là aussi, on a perdu un temps fou, quoi. Mais j'ai envie de vous dire ceci. Le grand mérite du projet du stade au parking C, c'est d'avoir permis de décider sur l'ensemble des autres zones. Puisque, si vous vous en souvenez, ce stade, il bougeait d'un lieu à l'autre. Il était une fois à Scarbeck Formation, futur ex-site de l'OTAN. On l'a vu partout. Aujourd'hui, et c'est ce que nous avons décidé à Ostende au mois de mai l'année dernière, nous avons décidé d'une affectation précise au mètre carré près de ce que nous souhaitions. C'était aussi une demande des partenaires du monde de l'entreprise qui a besoin aussi d'avoir des signaux clairs quant aux possibilités d'investissement. Pour nous également, parce que nous partons d'une idée simple, c'est là où nous avons la maîtrise foncière que nous contrôlerons. Mais il y a 5 ou 10 ans, on disait déjà on va urbaniser le site Josaphat, c'est toujours pas fait. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant mais maintenant, il y a un plan directeur qui a été approuvé par le gouvernement et ce plan directeur a été élaboré en concertation avec la commune de Scarbeck et des Verts. On a maintenant fait le deuil de ce que la Commission européenne envisageait éventuellement de développer. J'ai envie de dire, maintenant, on ne se préoccupe plus, je dirais, du parasitage extérieur. Nous avons une seule ligne, c'est de répondre aux besoins des Bruxellois. Et puis après, si d'autres veulent s'y greffer, tant mieux. Et s'ils ne participent pas, tant pis. Mais parfois, la prise de décision est tellement longue et lente entre le moment où on clique le plan et le moment où la première pierre est posée, que parfois ça peut changer du tout au tout parce que le marché s'est inversé, parce que le promoteur s'est retiré. Non, il y a une tendance lourde maintenant. Il y a une tendance lourde et qui est liée au boom démographique, tout simplement. Il y a une pression sur un besoin de logement. Et donc, ce qu'il faut que nous fassions, nous, au niveau des responsables politiques, c'est d'accompagner ça pour que les autres fonctions ne soient pas négligées. Et notamment la création d'emplois, la création d'entreprises. Donc, on est dans un schéma qui est très différent de ce qu'on a vécu il y a 10 ou 15 ans. Et donc, vous nous dites, dans les 5 années qui viennent, si on est au pouvoir, on va urbaniser ces 13 zones de développement. Ah oui, ça, j'en suis convaincu. Même Scarbeck Formation. Ah non, Scarbeck Formation, là... Les délais sont bien connus, on ne s'en est jamais caché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on privilégie là une zone qui soit le pôle de développement logistique multimodal, parce qu'on sait que les concessions dont bénéficie Infrabel de la part de la SNCB, donc les rails,
court jusqu'en 2020. Et donc la région ne prendra, je dirais, possession, parce que ça c'est prévu aussi par arrêté Royal, la région en prendra possession qu'à partir de 2020. Donc là, c'est pas possible d'imaginer quoi que ce soit avant. Ouais. Alors Philippe en parlait juste avant, les procédures sont très lentes, sont très compliquées à Bruxelles, il y a toujours une multitude de recours. On l'a vu pour la production de logements. Dans votre programme par contre, vous dites, malgré ça, vous dites qu'il faut produire 1300 logements publics par an. Oui. Comment on va faire ça alors qu'on n'a jamais réussi à le faire jusqu'ici? Mais tout simplement parce que nous allons les produire principalement là où la région est propriétaire des terrains. Ce qu'on doit sans doute retenir comme enseignement des plans précédents, c'est que même quand on était en négociation avec d'autres pouvoirs publics, je songe aux communes par exemple, c'était extrêmement difficile. Un exemple, les Dames Blanches à Woluwe-Saint-Pierre, ben, voilà, c'est un projet où manifestement la majorité de l'époque de Woluwe-Saint-Pierre ne souhaitait pas participer à la solidarité entre les différentes communes au bénéfice de l'ensemble des Bruxellois. Mais c'est la SLRB qui est propriétaire de ce terrain, donc la commune... Mais c'est la commune qui délivre le permis. Et donc, in fine, c'est la région qui délivre le permis. Attendez, on a maintenant les règles évoluent. Non, les on règles dépend évoluent. toujours d'autres niveaux de pouvoir. On dépend aussi de recours qui peuvent surgir. Et donc, par rapport à ça, dire on va produire 1300 logements publics par an, est-ce que c'est pas un vœu pieux? Non, c'est pas un vœu pieux. Je pense que c'est l'expression d'une véritable volonté. Vous évoquez les recours, c'est vrai. À nous alors de faire en sorte de toute façon que nos PP, enfin, que tout le dispositif légal et réglementaire soit le plus sûr possible. Maintenant, on vit dans un état de droit et le recours, vous n'y échappez jamais. C'est même devenu, dans le chef de certaines spécialités. C'est un des grands problèmes dans les marchés publics, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont fait soumission, non pas pour remporter le marché, mais tout simplement par après pour introduire un recours, pour une virgule ou je ne sais quoi, dans l'espoir non pas d'emporter le marché, mais d'obtenir des dédommagements. Alors le Parti Socialiste propose aussi de créer 10 000 nouvelles places en crèche. Alors j'imagine que ça couvre l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais Bruxelles est évidemment concernée. Alors si c'est 10 000 crèches, combien à Bruxelles? Et encore une fois, où, comment Mais là, nous avons largement pris nos responsabilités, que ce soit au travers du plan crèche, le plan école. On a relancé un nouveau mouvement plan crèche avec l'ensemble des pouvoirs organisateurs, qu'ils soient privés ou publics. Et il y a une demande. Je veux dire que là, on constate bien que c'est un secteur où c'est peut-être la reconnaissance par les pouvoirs subsidiants, à savoir la Fédération Wallonie-Bruxelles, où là, il y a un peu de retard. On dirait qu'il y a un peu... je veux dire qu'on a connu une législature où la réactivité de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a peut-être pas toujours été à la hauteur des priorités et des besoins bruxellois. Et donc une pierre dans votre jardin, ça alors Non, moi je ne me suis jamais caché de ça. C'était les mêmes partis qui étaient à la fédération. Moi je suis j'ai en charge la région bruxelloise et je pense que le modèle demain, le modèle fédéral de demain, c'est 3 régions, en l'occurrence ici la région Wallonne et la région bruxelloise, qui au travers de cette fédération Wallonie-Bruxelles, auront à déterminer leurs priorités. Oui. Il faut et donc changer il manquait cette dynamique. un ministre-président bruxellois au gouvernement de la communauté française. Je pense qu'en termes de gouvernance, il y a sans doute des choses à revoir à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, je ne pense pas, j'en suis convaincu. On a bien vu cette législature, un Olivier qui n'a pas toujours été simple, et où les Bruxellois étaient parfois spectateurs des dissensions entre eux. Et ce qui fait qu'une série de projets... Il y a ministre PS bruxelloise. Non, non, mais quand je parle de gouvernance, c'est à la fois la double casquette que j'avais relevée, et en même temps la double compétence budget-finance dans le chef d'un même ministre, avec donc des flux. À un moment donné, il disait entre les deux, entre la Jolonne et la Fédération, c'est la transfusion permanente des... Oui, mais ça veut dire que nous, là-dedans, on est un peu en dehors. C'est ça qu'il faut changer, c'est remettre les Bruxellois au cœur du fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que ça veut dire, comme le préconise Didier Gozouin, que le ministre-président bruxellois doit siéger dans le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais sans portefeuille pour n'avoir que les matières bruxelloises à gérer? Écoutez, il y a différentes formules. Certains ont même évoqué une ministre-présidence tournante. J'ai envie de dire que ça se dessinera en fonction du résultat des élections. Il n'y a pas de modèle idéal. Ce qu'il faut garantir, en tout cas, c'est une présence bruxelloise au cœur des décisions. Alors, emploi-formation, on connaît la situation de l'emploi en région bruxelloise, on connaît la situation du chômage. Alors, vous nous vantez dans le programme la garantie jeune, qui offre la possibilité à un jeune de suivre des formations ou des stages si après 4 mois, il n'a pas décroché un boulot. Mais c'est l'Europe, en fait, qui a inventé ça. Qu'est-ce que la région bruxelloise apporte comme valeur ajoutée, on va dire? De l'argent. Des sous, c'est simple, de l'argent, la volonté d'y participer. Oui, mais elle n'avait pas le choix, je veux dire. Si elle avait le choix. Bien sûr qu'on a le choix. On a le choix de s'inscrire ou non dans les programmes européens. Ici, ce que nous avons fait, c'est anticiper le programme européen.
Parce que la garantie jeunes, nous avons déjà dégagé les moyens, en partie sur 2013, et c'est déjà dans le budget 2014. Bien sûr qu'on ne va pas se priver. Quand l'Europe amène des mesures positives, on se plaint tout le temps de l'Europe, mais quand il y a des mesures positives comme celle-là, ben, allons-y, et allons-y avec tous les moyens du bord. Je veux dire que ça, c'est vraiment un enjeu majeur, cette donnée aux jeunes Bruxellois, parce que il y a une jeunesse importante à Bruxelles, hein, c'est lié à notre boom démographique, à cette croissance bruxelloise. Eh bien, il faut en faire un atout, il faut en faire un avantage, parce que demain, Bruxelles sera incontestablement le grenier à emploi de la Belgique. Dans tous ces mécanismes d'aide à l'emploi, incitatifs, de soutien à l'emploi, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre un peu d'ordre et de rationaliser tout ça, parce qu'il y en a un peu trop, certains s'apparentant simplement à des effets d'aubaine pour les employeurs? Oui, mais je suis d'accord. Il y a deux choses. La première, c'est que ce que j'ai lancé lors de mon entrée en fonction, c'est un processus permanent de concertation avec les organisations syndicales et les patrons bruxellois, pour définir un certain nombre de mesures de priorité et surtout de les évaluer pour éviter, comme vous le dites, les effets d'aubaine. Ça, c'est une première chose et ça fonctionne bien. Je pense que les patrons bruxellois sont demandeurs parce qu'ils ont aussi besoin, ils sont à la recherche de travailleurs. Donc, on doit pouvoir mieux travailler ensemble. Je pense que ça, c'est vraiment pour nous indispensable. Et puis, bien évidemment, nous devons nous tourner vers les métiers comme on dit, en pénurie. Et donc, c'est toute la réflexion que nous devons avoir sur la formation à Bruxelles. Donc, les deux sont liés. Et là aussi, on a pris des mesures fortes. C'est de se dire, on ne se disperse plus entre Bruxelles Formation, le VDAB et Actiris. Tout le monde travaille ensemble. Oui. Mais par rapport à ces formations, vous avez besoin des entreprises, il faut qu'elles offrent des stages. Mais bien sûr. Les contrats d'insertion, il faut aussi pouvoir avoir le concours des entreprises. C'est pour ça. Est-ce que vous pensez, parce que là vous dépendez à nouveau de quelqu'un d'autre pour tout ce dispositif, est-ce que vous avez l'assentiment des patrons par rapport à ça? Oui, la croissance ne se fera pas sans le monde de l'entreprise. C'est une évidence. Il faut que le monde de l'entreprise y participe, mais bien évidemment, s'agissant de deniers publics, il faut que les pouvoirs publics aient le contrôle de l'affectation des sommes. Parce que c'est vrai, si on laisse faire, comme le MR le propose, à savoir simplement réduire les charges, ça ne règle rien. C'est simplement des effets d'aubaine qui sont créés. Ce que nous voulons, c'est évidemment des emplois qui se créent, parce qu'à Bruxelles, les emplois se créent. Oui, mais il faudra des milliers de stages. Est-ce que vous pensez qu'il faudra créer des milliers de stages? Attendez, est-ce qu'on va réussir à faire ça? À Bruxelles, les emplois se créent. Malgré la crise, on a continué à créer des emplois à Bruxelles. Il faut le savoir, à l'inverse des deux autres régions. Maintenant, on ne créera pas, on ne va pas décréter des stages et des formations. Pour ça, il faut effectivement qu'on identifie les secteurs avec le monde de l'entreprise. Ça ne sert à rien de créer dans les métiers de bureau, par exemple. On le sait bien. Donc, c'est toute la question de l'enseignement technique et professionnel. Et là, bien évidemment qu'on devra le faire en concertation avec le monde de l'entreprise et qu'il y aura sans doute une phase de démarrage. On ne va pas comme ça se retrouver du jour au lendemain avec tous les stages et toutes les formations qui seront rencontrées. Mais il faut lancer le mouvement. Les stages, les formations, c'est un peu la voiture balai qui essaie de rattraper ceux qui sont passés à travers les mailles du filet de l'enseignement général ou de l'enseignement technique et professionnel. Mais on est confronté à toute une série de métiers en pénurie où il suffirait que simplement les étudiants se forment. Or, ces filières sont désertes à l'heure actuelle. C'est peut-être ça le problème aussi, c'est qu'on manque de toute une série de métiers techniques pour lesquels il n'y a plus d'élèves. Oui, ça c'est une évidence. Hein. La région aujourd'hui, finalement, elle rattrape un petit peu ce qui n'a pas fonctionné. Un exemple simple, c'est l'apprentissage des langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépense énormément d'argent pour les chèques langues, pour les formations en langue. La première question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi nos jeunes sortent pas bilingues. Et là, c'est tout de même un constat désolant quand on sait que c'est à Bruxelles qu'on a les deux réseaux d'enseignement, et francophones et néerlandophones, et que sans doute qu'en travaillant mieux ensemble, en créant des ponts, enfin, entre les deux communautés ici à Bruxelles, c'est notre spécificité, ce bilinguisme. Mais mettons-le en œuvre. Je pense que ça aussi, c'est une question de volonté politique. À la fois de la communauté flamande, parce que ce n'est pas nécessairement plus simple du côté de la communauté flamande, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Allez, on passe au volet mobilité. On est dans un tram, on en profite pour parler des transports en commun. Alors, le métro Nord, là, il est lancé, vers Scarbeck et vert. Critique de l'opposition. L'Olivier s'est chamaillé là-dessus. On a perdu énormément de temps. Et ce métro-là, il devrait déjà être en train d'être construit maintenant. Par rapport à cela, Rudy Vervoort, est-ce qu'il y a eu un attentisme de cet Olivier? Non, je pense qu'il y a eu un débat au sein de l'Olivier. Maintenant, vous savez, ce qui conditionnait le tout, c'était les montages financiers pour le réaliser. Je veux dire qu'on ne financera pas sans aide extérieure, notamment du fédéral. Et donc,
je veux dire, de toute manière, la décision figurait déjà dans l'accord de majorité. Il est mis en œuvre. Les décisions sont prises. Je dirais, pour envoyer la balle au MR, je pourrais pour envoyer au MR que lui aussi, il a perdu beaucoup de temps avant de se rendre compte que pour l'extension vers Uccle, je pense que là, eux, ils étaient opposés au métro vers Uccle. Ouais. Et donc, vers Uccle, on lance les études dès la mise en place d'une prochaine majorité. Exact, bien sûr, puisqu'ils sont d'accord, enfin. Pour le RER, on sait que la SNCB a toujours fait preuve d'un enthousiasme très relatif. On nous annonce maintenant des délais tout à fait hallucinants pour la mise en œuvre de ce réseau express régional qui évidemment profiterait en partie et même essentiellement à Bruxelles. Est-ce que le Parti socialiste qui est au gouvernement fédéral a suffisamment pesé dans ce dossier pour mettre la SNCB face à ses responsabilités en disant le RER il nous le faut et plus vite que ça? Ce n'est pas qu'une question de Parti socialiste, c'est une question de rapport de force entre les différents acteurs. Et au niveau du fédéral, bien évidemment, on se rend bien compte que le RER ne correspond pas à une vision quasi historique de ce que la SNCB a déployé. La SNCB, c'est finalement une vision traversante de Bruxelles. Quand vous parlez la jonction Nord-Midi, voilà, ça s'arrête là. Mais quand vous parlez de la mise en place dans votre programme d'un réseau express bruxellois, l'utilisation de 30 gares existantes, comment vous allez faire pour convaincre la SNCB? Ah non, mais elle n'est pas convaincue, hein, elle n'en veut pas en fait. Si, dans le plan d'investissement, donc là on a négocié avec Jean-Pascal Laby un certain nombre de mesures concrètes, et donc il y a une dizaine de gares dont le financement est déjà assuré en matière de rénovation, c'est fait. Oui. Et en échange, nous avons évidemment accepté qu'une grande partie de ces moyens-là, une partie non négligeable, soit affectée à la rénovation de la gare du Midi. Oui, donc mais la SNCB dit à l'endroit où il y a 2 voies, on n'arrivera pas à faire des points d'arrêt. La SNCB, c'est autre chose. Hein. Vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une espèce de fragmentation des pouvoirs de décision qui sont souvent concurrents entre la SNCB et Infrabel. Ils ne disent pas nécessairement la même chose, ils n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Donc Bruxelles, évidemment, n'a pas toujours été au cœur des préoccupations du groupe SNCB. Elle a très peu réussi à se faire entendre, appelons un chat un chat. Oui, mais vous savez, maintenant, et c'est sans doute un des bienfaits de notre évolution institutionnelle, nous aurons enfin des administrateurs au conseil d'administration et d'Infrabel et de la SNCB. Ils rentreront en fonction au mois de juillet. Nous pourrons enfin aussi faire porter notre voix à la SNCB. La SNCB dit on pourrait éventuellement mettre en œuvre un début de RER pour 2015-2016, mais il y aurait un déficit d'exploitation de 60 millions d'euros, déficit que, évidemment, les pouvoirs publics devraient prendre en charge. Et parmi ces 60 millions, il y en a 30 qui sont la redevance qu'Infrabel réclame à la SNCB pour faire rouler ses trains sur les rails. Exactement, vous avez tout compris. Et donc là, on est évidemment dans une phase où chacun vient avec... c'est les phases des mémorandums. Hein. Tout le monde vous envoie son mémorandum en disant... Voilà. Et là, on est au moment où chacun fait un peu son shopping. La région bruxelloise a payé 60 millions pour faire rouler le RER. Non, absolument pas. D'ailleurs, le RER, il est surtout... l'essence même du RER, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on désengorge toute la zone, ce qu'on appelle la zone RER, en matière de trafic automobile, c'est de rendre cette zone à nouveau plus attractive sur le plan social, enfin sur le plan économique. Ça, c'est l'objectif. Ce que nous demandons, la touche bruxelloise, c'est de dire, mais en même temps, on veut aussi que ce RER serve aux Bruxellois, d'où le réseau intra. Parce que vous savez, c'est quand même extraordinaire. Bruxelles est la ville la plus ferrée au monde après Tokyo. La plus ferrée au monde. Sauf que les Bruxellois ne le savent pas et qu'il n'y a pas de train qui roule. Alors, une question, et puis on passera à la fin de l'émission. Alors, dans votre programme, vous prévoyez 10 000 places, création de 10 000 places de parking de dissuasion. Si j'ai bien lu, le plan Iris 2, lui, en prévoit déjà 16 000 à réaliser avant 2018. Non. Alors, il y a un hiatus là, parce que ces places de dissuasion, on n'en a pas beaucoup créé, même aucune en fait, pendant cette législature. Bien sûr, parce que, contrairement à ce qu'on pense, le parking de dissuasion ne se situe pas à l'entrée de Bruxelles. Donc ils doivent être en Flandre, c'est ça que en Flandre et en région... Non, pas qu'en Flandre, en région wallonne aussi. Et heureusement, il y a aussi des nafteurs qui viennent du Brabant wallon. Hein. Donc, mais ce qu'il faut, c'est évidemment développer l'ensemble de ces parkings de dissuasion à proximité des gares RER. Ça ne sert à rien d'avoir un parking de dissuasion à Delta. Je veux dire, ça peut servir aux Bruxellois. Mais là, à nouveau, on dépend des 2 autres régions par rapport à ça. Est-ce que c'est réaliste d'espérer qu'une région va consacrer de l'espace à faire des parkings assez ouverts? Mais c'est de l'espace perdu pour les régions et esthétiquement c'est horrible. Non, aujourd'hui on peut construire du parking de manière un peu plus esthétique. Hein. Ce n'est pas des grands espaces, il y a des systèmes de silos. Enfin, il y a plein de systèmes qui le permettent. Mais là aussi, je pense que c'est tout l'intérêt de cette évolution institutionnelle où les régions auront de plus en plus à dialoguer, à parler entre elles. On a créé un espace métropolitain avec la région flamande pour discuter mobilité et emploi. La région flamande demande, elle est en attente aussi de décisions et d'investissements.
dialoguons ensemble et voyons ce qui peut être fait dans l'intérêt des deux parties. Alors, je voudrais vous faire réagir maintenant à deux propositions que l'on trouve dans d'autres programmes. La première vient du FDF, tiens, il veut créer un tram 1815 jusqu'à Waterloo. Pour les fêtes. Non, non, une liaison de tram jusqu'à Waterloo. Mais oui, bah écoutez, pourquoi pas. Moi, vous savez, ce qui compte surtout, c'est que les Bruxellois puissent bien se mouvoir et utiliser les transports en commun dans Bruxelles. Quand on discute de nouvelles lignes de tram, notamment Delaine qui est demandeur d'une nouvelle ligne de tram, j'ai dit toujours, on peut discuter tout à partir du moment où ça sert aux Bruxellois également. Voilà, donc moi je n'ai pas de fétichisme. Maintenant que M. Minguin ait une nostalgie de Napoléon, je peux comprendre. Alors, une proposition d'écolo, mettre fin aux distorsions fiscales en faveur du diesel. Alors, vous savez, sur les questions de fiscalité et d'environnement, moi, je suis toujours très, très prudent. Je pense que... Vous ne voulez pas choquer les lecteurs potentiels aussi, parce qu'il y a énormément de personnes qui roulent au diesel à cause de l'avantage fiscal qu'il offre pour l'instant. Écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser l'utilisateur d'un véhicule qui pourrait, entre guillemets, être plus polluant parce qu'en fait, il a payé moins cher et qu'il n'a pas la capacité d'utiliser autre chose. Il faut toujours prendre garde à ce qu'au travers de mesures fiscales, on n'arrive pas à, finalement, stigmatiser ou d'une certaine manière faire en sorte que ce soit les plus démunis qui en subissent les conséquences. Donc moi je pense qu'il faut être très très prudent en matière de fiscalité et surtout automobile. Maintenant je laisse écolo évidemment à ses fantasmes. Je pense que là nous devons plutôt avoir une vision d'ensemble sur la mobilité. Mais je sais que chez eux ils comparent ça avec la fiscalité sous le kérosène, etc., etc. C'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Si demain on a des alternatives qui soient économiquement accessibles à tous, alors je dis oui. Très bien, merci Rudy Vervoort d'avoir fait cette balade avec nous. Merci Philippe. Et demain, à votre place, il y aura Christos Doulkeridis, la tête de liste écolo. À demain.